Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lost in Cinémascope. Bonjour Pierre. Bonjour. Et bonjour Félix. Salut. Ça va les gars? Ça va nickel. Est-ce que vous allez bien? Bah oui, ça va bien. Ça va bien? Et toi, ça va? Bah ça va super bien, j'ai la super pêche. Et ça tombe bien d'ailleurs puisque aujourd'hui on va parler de morsures, de collectivités locales, d'ex maléfiques et de collections d'iPod, puisqu'on va parler du réalisateur Edgar Wright. Et ma première question pour vous c'est, ça vous fait penser à quoi, Edgar Wright? Vous semblez perplexe. Ouais, ce silence, cette question est compliquée quand même. C'est très compliqué. Moi, ça me fait principalement penser, on va dire, à des bonnes tranches de rigolade. Je comprends tout à fait. Ouais, au cinéma anglais, vraiment du bon cinéma anglais. Ce qui m'a fait découvrir le cinéma anglais, voilà ce que... Belle anecdote. Ah, c'est très beau. Voilà ce Moi ça me fait penser à Tarantino, parce que je trouve que son cinéma il est vraiment extrêmement codifié, et pour moi c'est un petit peu une sorte de Tarantino anglais, C'est vrai. Ouais. je trouve. Ils ont bossé ensemble, en fait, d'ailleurs. Oui, ils sont très amis il paraît. Avec Robert Rodriguez aussi. Et avec Harvey Weinstein aussi. Et Kevin Spacey, donc vraiment c'est tout en descendant. Des gars moins bien. Des gars moins bien. Moi, pour ma part ça me fait penser à Hot Fuzz, parce que vraiment j'adore Hot Fuzz, c'est vraiment le film que j'aurais voulu écrire. Je trouve que tout est parfait dans Hot Fuzz, vraiment j'adore Hot Fuzz, mais ça on en parlera plus tard. En ce qui concerne la forme de ce podcast, nous allons revenir sur la vie et la filmographie de Edgar Wright, en nous arrêtant plus précisément sur les films que nous avons sélectionnés dans notre corpus. Donc on en a quoi? On en a 4 il me semble. 4 films. On a 4 films, et on commence tout de suite avec notre première date, 1974, et plus précisément le 18 avril. Qu'est-ce qui se passe, Félix, le 18 avril? Bah, un petit bébé du nom de Edgar Wright Tout à fait. vient au monde. Edgar Howard Wright Jr., né en 1975 à Poole. Pour les fans de Géo, c'est une petite ville au sud de l'Angleterre, petite ville côtière. Vraiment. Non, j'ai voulu enchaîner, puis Vraiment, j'ai pas trouvé. Pourquoi déjà? Je sais pas, non, faux, mais ouais, après, il faut bien commencer quelque Près part. d'une ville connue, s'il te plaît. Non, mais j'ai pas trouvé. Du coup, Bon, écoutez, vu qu'il y a vraiment aucune information à retenir, voilà, il obtient une Super 8 et commence à tourner des petits films dans sa famille. Et voilà, et c'est de là que vient son rêve de faire un jour du cinéma. Donc j'espère qu'il le réalisera. J'ai l'impression que tous les réals, genre, ouais, j'ai reçu une Super 8. Genre, les mecs, vraiment, C'est ils un ont peu tous ça. commencé avec des. C'est vraiment C'est vrai. c'est les parents qui filment une caméra quand il est jeune et puis C'est les ça. parents cool. Maintenant, c'est ça comme serait ça quoi, que ça mec? J'ai fait des vines. J'ai commencé en faisant des vines. Ouais, les vines, ouais. Ouais, je fais des TikTok, ouais. Allez, C'est vous ça êtes comme ça. réac. Ok, boomer. On passe à 1995 avec son tout premier film. 94. Non, 95. Pardon. Son Parce tout que premier 20 ans. film qui s'appelle Fistful of Finger, réalisé et écrit par lui. C'est quoi Fistful of Finger, Pierre? Fistful of Fingers, c'est la. Comment on pourrait dire? C'est. Ça s'inspire beaucoup de A Fistful of Dollars, donc une poignée de dollars en français, en VF, de Clint Eastwood. Et donc c'est un western. De Clint Eastwood. Avec Avec Clint Eastwood. c'est Je Sergio te dis, Leone. ça Oui, c'est Sergio s'inspire. Leone. Voilà, Sergio Leone, et ça avec Clint Eastwood, c'est ce que je dis. D'accord. Et donc ça Pour s'inspire d'un western, et donc c'est le premier film d'Edgar Wright. Et c'est intéressant, on va en venir plus tard après, mais cette fait qu'il s'inspire déjà d'autres styles pour faire son cinéma à lui. D'accord. Je crois qu'il a pas trop marché, non? Parce qu'il était pas. Il a même Après, pas été c'est un juste- film hyper amateur pour le coup. C'est un film D'accord. amateur. C'est vraiment, Je pense pas qu'il ait même vocation à marcher. C'est en un fait. fan D'ailleurs, film quand que tu vois sur YouTube. Ouais, presque. voilà, c'est ça en fait. D'accord. Quand tu Si on vois, compare à un truc un peu moderne. Ok. je crois qu'il y avait des. Je me souviens plus exactement parce que j'ai vu la bande-annonce. Je sais pas si c'est une bande-annonce, c'est lui qui l'avait fait ou si c'est un Je crois que bande-annonce. c'était pas officiel. Je sais mais- pas si c'est officiel ou pas, mais genre des fois tu vois des scènes vraiment faites. Oui, voilà, Faites, c'est vraiment le petit truc entre faites maison, potes. Oui, ouais. c'est un truc amateur. Ouais, voilà, c'est un truc amateur en tout cas. Très bien, très bien. Bah, dans ce cas, on passe à l'année 1998 où Edgar Wright commence sa carrière à peu près à 20 ans. Donc, ce qu'il fait au début, c'est tourner des séries, principalement pour la BBC. Mais bon, c'est des petites séries avec un low budget. Elles sont rarement renouvelées et elles connaissent rarement le succès. Sauf donc en 1998 où il réalise et coécrit la série Spaced avec 2 personnes Très important. très importantes dans sa vie, bien sûr. Majoritairement Simon Pegg. Majoritairement Simon Pegg, bien sûr. Nick Frost était déjà là. Il Nick était Frost était là. seulement comédien, ouais. Et du coup, les trois vont se rencontrer. Et il y a vraiment une alchimie entre Edgar Wright et Simon Pegg, puisqu'ils vont se rendre compte qu'ils ont vraiment les mêmes références. Et d'ailleurs, Et du coup, je te coupe, mais on Vas-y. retrouve beaucoup d'acteurs dans Space qu'on retrouvera dans d'autres films Bah, justement, d'Edgar Wright. Hein. justement, il y avait vraiment la volonté, c'est ça que je l'ai vu, il y avait vraiment la volonté de, quand il a commencé la trilogie du Cornetto, de reprendre un maximum de gens qui ont fait la série Space. série Ouais. Space, ouais. Les allumés en français. Les allumés. Pas terrible. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi Je Space, sais pas, les pourquoi, allumés je n'ai aucune idée. Je comprends pas cette traduction. Bref, la série a été un énorme succès pour la BBC et il y a eu 2 Ouais. saisons. C'est Chanel fort.
De quoi? C'est Channel 4, je crois, qui fait J'ai vu le BBC, mais j'ai un BBC? très gros trou. Je crois que c'est Channel... Je crois que je vais peut-être tomber, mais je crois que c'est Channel 4, et d'ailleurs, il y a eu plein d'autres petites séries de Channel 4 qui faisaient ça. Et d'ailleurs, dans toutes ces petites séries, il y en a une qui s'appelait Black Book. Tu vois, j'ai bossé. Hein. Ouais, t'as vraiment bossé. Ouais. Et dans toutes ces petites séries, on retrouve d'ailleurs beaucoup d'acteurs qu'on retrouvera dans Shaun of the Dead, Hot Fuzz et tout. Donc je pense que Channel 4 a dû, à une époque, faire beaucoup de petites séries comme ça, avec des petits réals et des petits acteurs. Ok, très bien. Et bien alors, c'est Channel 4. Et si c'est pas Channel 4, eh bien, appel au standard et gagnez votre poids en porte-avions. Oh, c'est sympa. Sympa. Du coup, bref, Edgar Wright et Simon Pegg deviennent très copains et ont l'idée d'écrire un petit film qui est le premier de notre corpus et qui sort en 2004, qui s'appelle Shaun of the Dead, donc qui est écrit par Edgar Wright et Simon Pegg, qui est réalisé par Edgar Wright et qui est avec Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield pour un budget de 4 millions, je crois que c'est de livres, et le box-office c'est 30 millions, mais j'imagine que c'est de dollars. Et c'est Pierre qui va faire le résumé. Ah, c'est à moi de faire le résumé. Vas-y, d'accord, on t'écoute. on lance ça. Et ben, un résumé rapide, on suit la vie de Shaun et de son copain joué par Nick Frost, je suis oublié le nom du personnage. Ed, merci. Et donc deux mecs complètement paumés comme ça, et du jour au lendemain, leur vie va se retrouver chamboulée, parce qu'ils vont se retrouver face à une armée de zombies en fait. Et ils vont devoir, Shaun avec sa petite amie, ex-petite amie aussi, parce que c'est compliqué, devoir se battre contre ces zombies et survivre en fait. Vous avez aimé le film? Ouais, c'était bien. J'ai dû voir ce film un même deux fois incalculable, donc oui, j'ai adoré. C'est pas mon préféré, mais. Ah ouais? Bah, c'est pas mon préféré, je préfère Hot Fuzz. Oui, Ouais, mais tout le monde préfère Hot Fuzz. Mais il est bien. Il est très bien. Mais Alors c'est vrai que moi aussi c'est pas mon préféré, mais je trouve que c'est celui qui est le plus Edgar Wright entre guillemets, celui qui est le plus connoté. Enfin c'est là où on voit vraiment son genre, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si on le voit plus que dans les autres, mais c'est vrai que. Après c'est peut-être aussi Parce qu'il est le que premier aussi. c'est le premier, Oui, donc c'est normal, aussi. c'est là où il met ses règles, c'est là qu'on va voir, c'est des bases de certaines règles qu'on verra dans tous les autres films d'Edgar Wright après. Ouais, il par la pose suite, les en fait. bases. En Il gros, pose ça, les bases de ce que va être son style en fait. C'est Tout à fait ça qu'on d'accord. va voir, Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Shaun of the Dead? sur Shaun of the Dead, je commence. Vas-y. Sur Shaun of the Dead, j'en ai retiré, c'est surtout le message, parce qu'en fait j'ai vu beaucoup que on disait beaucoup d'Edgar Wright que ces comédies ne veulent ont aucun comment dire aucun but, sont juste là Manque de pour fond. ouais voilà, aucun fond en fait. Et en fait je trouve qu'on remarque, on va en parler encore avec toute la trilogie des Cornetto, on n'a pas encore expliqué, mais oui, la Alors, trilogie des Cornetto, Est-ce qu'on pourrait peut-être l'expliquer maintenant comme ça, on ça peut fait- peut-être l'expliquer maintenant, Qui l'explique? Félix. Et bah, la trilogie des Cornetto, c'est les trois films qui sont Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui sont des films, des parodies en fait, qui représentent chacune un genre. Donc, pour Shaun of the Dead, c'est une parodie de film de zombies. Pour Hot Fuzz, une parodie de film policier. Et pour Le Dernier Pub avant la fin du monde, une parodie de science-fiction. Et de Body Snatcher surtout. Ce qu'on appelle les films de Body Snatcher, c'est les films comme j'ai oublié le nom de ce film qui est hyper vieux, c'est Les profanateurs de Le sépulture. Profanateur de Sépulture, mec, c'est Wow. exactement un film de Body Snatcher. C'est tout. Et voilà, du coup, je sais plus où j'en étais, mais En gros, c'est En ça, gros, ce c'est sont ça. 3 films qui parodient un genre et ils sont tous réalisés par Edgar Wright et coécrits avec Simon Pegg. Exactement. Vous avez été excellent, je vous mets un papillon dans votre carnet. Ouais, mais on n'a même pas dit pourquoi il y a les cornettos en fait. bah, Oui, les c'est vrai. Cornetto, C'est les glaces en fait. il y a, dans tous les films, il y a un moment où un des personnages principaux achète un cornetto. Exactement. Et la Et, couleur de ce cornetto correspond Et à après, il y a cette idée de cornetto rouge pour le film de zombie, cornetto bleu pour le film de policier. policier, cornetto vert pour le film de science-fiction. Et Et voilà. je sais pas si C'est ça va très, plus loin très que ça. Bah Non, non, c'est ça ça s'arrête le pas. exactement. On l'appelle la trilogie des cornettos. Shaun of the Dead est donc le premier, et en effet, on peut voir qu'il est très influencé par tout ce qui est les séries de zombies des années 80-90, tout ce qui est série B. Ouais. J'ai lu aussi que les deux étaient très fans des films de Romero, et que ce film est Ouais, ça, est un hommage justement Ouais, à ouais, tous ouais. ces films. Ouais, Ça se voit beaucoup. c'est clairement très inspiré de Evil Dead. Ouais. Une autre chose que j'ai lu aussi, et je pense que c'est pour ça que le film marche tellement bien, c'est que c'est pas un film de zombies en fait. À la base, ils ont écrit ce scénario un peu comme une autobiographie, parce que Edgar Wright et Simon Pegg passaient justement eux beaucoup de temps au bar, et justement leur copine leur disait attends mais tu veux pas qu'on fasse un autre truc, et c'est justement en écrivant cette histoire que ils ont réalisé que ça ferait un bon film, et c'est après qu'ils ont rajouté les zombies, et c'est pour ça que le film marche, c'est parce que c'est plus
un film sur des personnages qui doivent évoluer plutôt qu'un Oui, ça film de raconte- zombies à part entière. D'ailleurs, Au premier plan, ça raconte autre chose. Ça raconte pas juste les zombies. bah, ça Zombies, revient c'est plus un truc de fond. ouais, ce que je voulais dire, c'est le fait que le fond de ce film, c'est expliquer le personnage de Sean qui essaie de se débatouiller, on peut dire, et de pas devenir un zombie par les zombies, mais aussi par, on peut dire, la société. Parce qu'en fait, au début du film, on voit les gens qui agissent un peu comme des zombies, et on voit quelqu'un tirer un caddie, je crois, on voit je crois des jeunes, je crois, qui se battent dans la rue, comme ça, un peu comme des zombies. Et donc, en fait, on voit que, et d'ailleurs, même Sean, en lui-même, il essaie de se trouver un taf, il essaie de se caser avec sa copine, tu vois. Donc il essaie de rentrer dans la société et donc devenir le zombie qu'on voit au début, en fait. Donc, en fait, je trouve qu'il y a ce message un peu de, d'Edgar Wright là-dedans. Vraiment, le personnage de Sean qui essaie de se battre contre les zombies, que ce soit la société, mais aussi bah, les vrais zombies, quoi. Et t'as son pote Ed qui, lui, en est la sortie à chaque fois, quoi. D'ailleurs, à la fin du film... Ouais. Il est toujours là avec lui, et même si à la fin Sean il est casé avec sa copine, il y a toujours son pote Ed à la fin dans une grange, non, dans le fond du jardin à laquelle il peut Qui jouer, reste près de lui. et ce qui fait qu'il ne reste pas un zombie en fait. Ouais. Aussi, je trouve qu'une composante importante de Edgar Wright, c'est vraiment l'humour, parce que tous ses films, à part Baby Driver, qui est purement un film d'action, je crois, Ouais, clairement. tous ses films sont des comédies. Et donc, vu que c'est un réalisateur anglais, il fait naturellement de l'humour anglais, donc un humour qui est très absurde, qui est très burlesque. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait, enfin, pas ce qui fait toute sa patte, mais ce qui en fait au moins la moitié. Je trouve que c'est vraiment très présent. Et ce que je trouve très intéressant, c'est comment il se sert donc des codes de ces films de genre, donc par exemple le film de zombie, et qu'il les désamorce avec des séquences d'humour. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la force de ce film. Ouais, je suis très d'accord. C'est vraiment le point, la colonne vertébrale finalement de la trilogie du Cornetto en fait. Ouais, bah, c'est ce qui pose les bases. Après, d'un point de vue technique aussi, on a parlé beaucoup de références en termes de cinéma, mais d'un point de vue technique, c'est vrai que aussi en termes de sound design, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand les zombies se bouffent entre eux ou ils déambulent, il y a vraiment des sons qui font un petit peu comme s'il avait pioché ça dans une banque de sons, Ah, je me souviens. qui font très grossiers, trop qui ce font détail, très vulgaires. Bah, c'est- j'ai vulgaire, pas fait gaffe à ce grossier. détail, mais je suppose que c'est normal quand tu utilises des banques de sons populaires pour les films de zombies un peu bas budget et tout, tu vois qu'ils utilisent tous des banques de sons parce qu'ils peuvent pas naturellement ils Oui, peuvent mais pas faire par exemple pour les son zombies, eux-mêmes, et du coup ça donne le côté très parodique finalement parce que oui, c'est vrai que ça renforce ce côté parodique, mais c'est aussi là qu'on peut remarquer la précision de Edgar Wright. C'est genre, il va vraiment chercher le côté référence, le côté hommage, jusqu'à vraiment introduire des éléments de son qui sont eux aussi des hommages. Oui, ouais. pour moi c'est ça qui est bien fait dans ces parodies, c'est que on va dire que dans la forme c'est vraiment bien fait. C'est pas un truc un peu. Il y a une envie de coller vraiment et de pas juste faire semblant, style oh on est fan, mais bon, C'est voilà. pas, tu vois, c'est pas une parodie qui fait un peu kitsch ou qui fait nanar ou quoi. C'est vraiment des parodies qui sont bien faites, qui sont bien réalisées, où en fait, il maîtrise vraiment ses outils, il maîtrise vraiment la technique. Et quand il fait un film de zombies, en fait, il y a vraiment des éléments de film de zombies et dans la mise en scène et tout. Et pour le coup, il fait pas semblant. C'est vraiment très Ouais, crédible en tant que film de Mais zombies. c'est ce que j'aime d'ailleurs chez Edgar Wright, c'est quand il fait un film, on le verra quand on va parler des autres films, mais on se trouve vraiment, il s'y met à fond, et il est à fond dans le truc, et il n'est pas juste là, ouais, je vais faire des références pour faire des références, il est toujours à fond, et on sent que ça le touche lui en premier, et il fait ce qu'il aime et ce qu'il touche lui, pour ensuite le retranscrire à l'écran, et vraiment on ressent. On en parlera surtout sur Scott Pilgrim, où là vraiment il le fait mais parfaitement, et il parle vraiment des choses... pas parfaitement quoi, il fait des références parfaites et on les reprend pas comme si c'était juste des références, et sur Shaun of the Dead c'est ça, c'est pas juste regardez je fais une référence à Romero en mode voilà j'ai juste une référence de zombie, il le fait vraiment, il met son cœur là-dedans quoi. Bien sûr, pas comme Tout le Ready temps. Player One, que j'ai pas aimé du tout. C'est pas- Vous avez aimé vous? je C'est jugerai pas, vraiment, je l'ai pas Si vu. je l'ai vu, bah ouais c'est le problème de Ready Player One, c'est des références, ouais. Bref, on va regardez pas plein rentrer de sur ce terrain. références. Est-ce qu'on en fait un podcast un jour? Je ne sais pas. Bref, Attends mais Spielberg il connaît, il joue à Overwatch mec. bah bien sûr, mais il est main Winston, je crois. C'est ça, attends mais oh faut pas. Bien sûr. D'un point de vue technique aussi, est-ce que vous avez repéré des séquences, des scènes, des plans qui seraient marquants de son style? Moi, techniquement, ce qu'on peut remarquer, c'est bah, comment il met le son et l'action la musique, comment, et ce qui se passe à l'écran, vraiment,
il les match hyper bien ensemble. Ce moment où il tape le zombie dans le bar avec les cannes de billard. Il essaie vraiment de Sur créer une symbiose entre Ouais, ces voilà. deux éléments. Et j'avais vu des making-of où il en parlait, où il dit vraiment c'est Shaun of the Dead qui commence ça, où son intérêt à essayer de bien matcher la musique et l'action qui se passe. Vraiment il travaille bien le son en fait. Il travaille aussi bien le son que l'image, que les plans. D'ailleurs, on voit dans les films de Edgar Wright, ce que je disais, c'est que l'humour elle passe pas seulement par les dialogues, mais aussi par le montage et le truc de l'image. Et ça me rappelle, je parle beaucoup, mais ça me rappelle ce que j'ai vu un peu après, parce que j'ai revu donc là pour le podcast les films d'Edgar Wright, et j'ai repensé à revoir, je sais pas pourquoi, mais les Monty Python et Sacré Graal. Oui, c'est vrai. Et je me souviens de cette C'est scène très de marquant. Sacré Graal où je sais pas si vous vous souvenez, où ce mec, ce chevalier court vers deux gardes, comme ça devant un château. Il court, donc il y a ce plan où il court. Donc c'est un cut entre le mec qui court vers la caméra et les gardes. Donc, cut comme ça. Et donc à chaque fois on voit le mec courir, mais en fait il avance pas. Donc à chaque fois ça fait un cut, il avance toujours pas, ça refait un cut, il avance toujours pas, et d'un coup il est sur les gardes et il les attaque. Et je trouve que c'est hyper drôle, c'est que l'humour elle se fait aussi par Par le montage. le montage, et ce qu'Edgar Wright refait vraiment bien dans son cinéma anglais en fait. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, bah, Monty Python. Ouais, Bah, Monty c'est Python, l'humour c'est aussi la base forcément. c'est la base du monde. de l'humour absurde anglais. Ouais. Une scène que j'ai notée, plutôt une séquence qui est pour moi vraiment la marque de fabrique de Edgar Wright. Je vous en avais parlé un peu avant qu'on commence. C'est la séquence jump cut zoom. Yes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je vais essayer de le décrire. Dans une des scènes du début du film, on voit donc Sean s'habiller et se préparer à manger pour aller au travail. Et donc cette scène, en gros, c'est un plan, une action. Donc par exemple, Sean qui met une cravate, Sean qui tire la chaise des toilettes. Et du coup, quand Sean met une cravate, il y a un zoom sur l'action. Et à chaque fois, c'est un plan, zoom, jump cut, un plan, zoom, jump cut. Donc déjà, au franc, j'ai pas trouvé de film. Si, je crois que dans Baby Driver, il n'y a pas ça. Mais dans tous ces films, il y a Il y a ce plan. Alors des fois avec des variantes, notamment dans Scott Pilgrim, mais on y reviendra. Mm. Et je trouve ce procédé vraiment hyper intéressant parce que, alors déjà d'un point de vue purement technique, c'est un timelapse, Ouais. mais c'est un timelapse très, très esthétique. Ça sert aussi à dynamiser le film et à permettre au spectateur de mieux s'identifier à la vie de Sean, entre guillemets. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait le parallèle avec son humour. Ouais. Il dynamise des moments qui sont banals, alors que sur des scènes qui devaient être justement plus dynamiques, donc quand ils combattent des zombies, bah, c'est filmé de manière très posée, très Ouais. calme, ça fait presque documentaire entre guillemets. Je pense notamment à la scène où il part au boulot, où c'est juste une sorte de caméra à l'épaule qui le suit. Ah oui, c'est génial où il y a tous les zombies dehors, non? La première. C'est en plan séquence même. Oui, c'est un plan séquence, tout à fait. Ah oui, Ouais, la première. tu sais, au début du film, Oui, il y a je un peu. vois. Ah oui, je vois Ouais, ce que tu et veux j'aime dire. beaucoup il va ce au boulot, parallèle. Ça présente un peu tout le monde. J'aime beaucoup ce parallèle de filmer le banal de manière très dynamique et filmer le spectaculaire de manière très banale. Et je trouve que c'est vraiment pas une grosse partie de son humour. Mm. Et on y reviendra peut-être à la fin, mais pour moi, c'est vraiment ce qui fait son humour et ce qui fait que c'est si plaisant. Dans Shaun of the Dead, je suis assez d'accord. Pour le coup, les autres films, je trouve pas vraiment qu'il y a ça. Ah, si, beaucoup. Si, Surtout dans Hot Fuzz. Dans Hot Fuzz, il y avait trouve. cette scène où le. Pareil, j'ai oublié le nom du personnage de Simon Pegg, mais tu sais, quand il passe de la ville de Londres jusqu'à où il va aller dans sa Angel. petite Nicolas bourgade, là, Angel. Angel, voilà. Nicolas Et Cage. donc, il prend le train, et donc, tu as aussi toute cette Cette scène en séquence de jump jump cut, cut avec lui qui prend le train, avec des plans sur sa plante, et cette scène est géniale. Ouais, Et il y a ça, mais ce que je veux dire, c'est que autant il dynamise peut-être tout, mais dans Hot Fuzz, je trouve que quand il y a de l'action, c'est vraiment il envoie, tu vois. Alors, oui et non. Mais ça, on reviendra dessus quand on parlera d'Hot Fuzz, Hot naturellement. Fuzz, ouais. Mais je prépare mes réponses, Félix. Après, il y a beaucoup de symétrie entre les scènes. Donc, on l'a dit avec la scène où il se rend au boulot, donc dans sa routine, et le lendemain où il y a eu justement cette invasion de zombies. Et on a exactement la même scène, mais juste les décors changent, les rues sont vides, les voitures sont cassées, machin. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que cette scène, enfin, ces deux scènes mises en parallèle, ça provoque une sorte de désintéressement des deux parts. Donc, parce que déjà, on a le spectateur qui sait très bien que c'est un film de zombies. Donc il sait très bien pourquoi est-ce que les rues sont désertes et les voitures sont cassées. Donc on sait très bien que c'est un film de zombies, donc on sait que c'est des zombies, donc on n'est pas surpris. Et en même temps, le personnage de Sean, il n'est pas surpris non plus parce qu'il est encore bloqué dans sa routine. Mm. Et du coup, il y a un effet comique qui est très marrant, c'est juste que tout le monde se branle qu'il y a une invasion de zombies, parce que d'un côté, on le sait pas, mais on le remarque pas, et d'un côté, on le sait très bien, et ça nous énerve. Et je trouve ça très c'est marrant. vrai.
Après, voilà, je vais passer vite sur des procédés techniques. Il y a la mise en scène flash forward. Flash forward, Félix, qu'est-ce que c'est flash forward? Euh, Tu sais? on en a parlé juste avant. Je Ouais, sais. j'ai oublié. On C'est en une parle interro juste surprise. pourquoi. Il fait des C'est, interros surprises en ouais. plein petit C'est c'est le fait qu'au début, dans toute l'introduction du film, quand on nous présente les personnages, quand on voit les gens dans la rue et tout, ils agissent comme des zombies. On a l'impression que c'est des zombies, ils font des bruits de zombies, mais en fait, ça n'en est pas du tout. Et justement, ça amène le fait que ça va devenir des zombies par la suite. C'est ça, en gros, le flash forward, c'est un saut en avant dans le récit pour informer le spectateur d'un élément futur qui se produira plus tard dans le film. Donc c'est l'inverse d'un flashback. Et oui, justement, comme tu l'as dit au début du film, il y a beaucoup de répliques et de scènes où en gros on te dit, ok, ça va être un film de zombies, regardez, c'est presque déjà des zombies. Donc par exemple, il y a beaucoup de répliques qui parlent de mort. Genre quand les personnages s'engueulent, ils se disent, ouais, toi demain t'es mort. Et il y a vraiment beaucoup de mise en scène comme ça et c'est très drôle. C'est très Il y a plaisant. son stylo qui fuit aussi. Oui, Ouais. Son ouais, stylo ouais. rouge qui fuit. Il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, beaucoup de clichés de genre aussi, bien sûr, on l'a dit. Beaucoup de gags de chute aussi. J'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup quand il saute à travers la barrière et il se pète la gueule. Ou juste quand il se prend la marche, D'ailleurs, le gag de la barrière qu'on retrouvera dans qu'on tous trouvera les dans autres. tous les autres films, ouais. Mais juste pas le fait fait gaffe à ça. de voir des gens chuter, c'est drôle. Ouais. Après, c'est très anglais parce que c'est très burlesque, mais voilà, ça fait son petit effet. Arthur regarde des compilations Moi, j'adore. YouTube Ah, de bien gens sûr. chutés. Je tape compilation, peau de banane, mec qui tombe. J'adore. C'est mon truc. Mais ouais, le truc de la barrière, on le retrouvera dans tous les films après. Exact. Shaun of the Dead a été un très grand succès, ce qui motiva donc Edgar Wright à en faire, pas une suite, mais à en faire une suite. Une suite spirituelle presque. Une suite spirituelle, exactement, merci Félix, à Shaun of the Dead, qu'il sortira en 2007 et qui portera comme nom Hot Fuzz. Donc toujours écrit par Edgar Wright et Simon Pegg, réalisé par Edgar Wright, avec Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent et Timothy Dalton. Avec un budget de 16 millions de dollars, je crois, et un box-office de 80 millions, donc encore un film qui marche bien. Et c'est Félix qui va résumer le film. Alors, Hot Fuzz, c'est l'histoire d'un flic qui s'appelle Nicolas Angel, qui est extrêmement bon à son boulot, a un taux record d'arrestation, il est trop fort. Et justement, il est trop fort, du coup, ça fait chier les autres flics, genre, ils aiment pas trop qu'il y a un gars qui Soit fasse meilleur tout, qu'eux. qui soit meilleur qu'eux, du coup, il l'envoie en campagne, dans un truc paumé pour qu'il ait plus rien à faire. Et en fait, il s'avère qu'il l'envoie dans un village avec des meurtres un peu bizarres qui se produisent. Ils appellent ça des accidents, je crois. Des accidents, oui. Il y a beaucoup d'accidents. Alors, beaucoup voilà. d'accidents dans ce petit Beaucoup village. d'accidents extrêmement louches, qui ne sont évidemment pas des meurtres, mais des accidents. C'est très important. Et du coup, il va se retrouver à être le super flic dans ce petit village paumé, à essayer de résoudre ces affaires un peu suspicieuses. Très bien, t'as fait le petit village de Sandford. Sandford, yeah. Vous avez aimé le film? J'adore le film. Bien sûr. Le meilleur. Tout le monde dit que c'est le meilleur. Pour moi, c'est Ouais, c'est vraiment le vrai, meilleur c'est film vrai. d'Edgar Enfin, Wright. le meilleur, la meilleure comédie en tout cas. Pour moi, le meilleur film de la trilogie du Cornetto. Après, le comparer à Scott Pilgrim et Baby Driver, pour moi, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, en termes de comédie, comme il sait les faire, je trouve que c'est le meilleur. Je suis d'accord. Et tout est parfait. Surtout Timothy Dalton qui joue vraiment bien le faux méchant. Peut-être vrai, je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Hot Fuzz? Ce qu'on peut dire sur Hot Fuzz. Sur Shaun of the Dead, il nous refaisait le film de zombies. Ici, il nous refait le film de buddy movie, ce qu'on appelle. Donc, le film de buddy movie, c'est L'Arme Fatale, comment on appelle le film avec Will Smith Bad Boy. Voilà, c'est un film il nous refait un film de buddy movie. Donc avec le personnage de Nick Frost et le personnage de Simon Pegg en flic compère. Et d'ailleurs, Nick Frost est fan des buddy movies dans ce film. Il regarde Point Break, il regarde Bad Boys. Il y a d'ailleurs il beaucoup les de connaît références à tous, Point et- Break et Bad Boys. Ouais, il les fait quand il tire, il retire en l'air à la fin. C'est très Il marrant. refait tout. Donc oui, et donc là encore, il refait des références à plein d'autres films, Edgar Wright, et c'est encore, on va dire, encore parfait. et donc là aussi, j'ai noté encore, enfin sur la trilogie des Cornetto, il fait encore une critique de la société, et là il nous montre une
une société qui veut mettre à son image, en fait, avec le groupe du comité de village, si on peut appeler ça. Ouais, c'est ça. C'est le comité de surveillance. Comité de surveillance qui veut vraiment un village lisse, le meilleur village Parfait, ouais. d'Angleterre. Il veut pas qu'il y ait des jeunes dans sa rue. Donc là, Edgar Wright nous dépeint une société qui veut être lisse, qui veut être vraiment C'est lisse. très de droite, je crois. Voilà, une société très de droite. Et d'ailleurs, j'ai vraiment regardé beaucoup de making-of, hein, mais il en parle à un moment où donc, le personnage de Simon Pegg se bat contre cette société qui veut fasciste, on peut dire. Donc il se bat complètement contre. Mais à la fin, il y a ce moment où on le voit rentrer dans le cimetière. Je sais pas si vous voyez la fin. Et Simon Pegg, il a vraiment des lunettes noires, il est filmé en contre-plongée. Comme s'il explique vraiment dans le making-of, comme si c'était vraiment un flic fasciste. Il devient ce qu'il a combattu en fait. Okay. Et il j'avais va faire pas vu ça, devenir c'est la... intéressant. Mais c'est vraiment dans le making-of, je ne souviens pas de moi, hein, on le dit Bah, lui-même. en vrai, à ce niveau, il y a quand même un parallèle qui est intéressant, parce que ce que tu dis, c'est que le village de Sandford, c'est vraiment, ils veulent une société hyper lisse, avec aucun défaut, trucs comme ça. Et il y a le personnage de Simon Pegg qui en même temps est un super flic, super lisse en fait, qui est trop voilà, lisse et c'est qui vrai. fait tout parfaitement et qui en vrai, du coup, transforme un peu la société. Et du coup, c'est un peu. Ils ont les deux une façon de lisser la société Ouais, pour qu'elle c'est ça. soit trop parfaite en Trop fait. parfait. Est-ce Ouais, que les ce deux serait ont pas ça. une confrontation de deux idées d'utopie? Ouais, c'est ça en C'est un fait, peu ça, c'est un peu exactement ça. C'est Mais exactement ça. et c'est ce qu'il montrait à la fin, où il t'explique en fait à la fin, le flic Simon Pegg devient le même flic à lui tout seul du comité de surveillance en fait, parce qu'il devient le flic fasciste de la ville, le super flic qui va mener sa loi, quoi, le shérif. Moi j'aime beaucoup Hot Fuzz justement pour ce que t'as dit parce qu'il y a beaucoup de références. Donc j'ai noté la référence évidemment au buddy movie, au film policier, mais aussi au film de gangster, au slasher, au western, Ouais. et même sur le combat entre un certain personnage et Nicolas Angel dans le Petit Sandford. Ça me fait penser au film de Kaiju. Bah, complètement. Oui, c'est ça. C'est juste genre Complètement, Godzilla, ce patchwork de plein de genres, c'est super plaisant parce C'est que vrai c'est pas que- juste balancer un genre pour dire regardez c'est pareil. Ah non, il en met tellement. C'est vraiment une utilisation pertinente et surtout c'est à chaque fois drôle. Et c'est ça qui est, c'est genre, enfin, il n'y a pas une seule des références qui marche pas, tout est comique. Ouais, tout est bien fait. Et pour le coup, je sais pas, c'est très abordable comme référence. C'est pas quelque chose de pointu ou d'un peu. Oui, tout à Faut fait. Non, ouais, bien connaître. C'est des trucs. accessible pour tout le monde. quoi. Mais c'est très accessible ouais, comme référence, j'ai l'impression. Après, on a encore beaucoup d'humour absurde et là, c'est vraiment le paroxysme de l'humour absurde. J'ai vraiment adoré tout de bout en bout. J'aurais vraiment aimé l'écrire celui-là, je vous jure. Et du coup, on va revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tu disais que justement dans Hot Fuzz, il n'y avait pas ce côté si absurde que ça, c'est ça? Non, je disais par rapport aux scènes d'action, tu disais que Oui, voilà, c'est ça. dans Shaun of the Dead, des fois, il y avait du spectaculaire filmé de manière banale. Et j'ai pas retrouvé ça forcément dans Hot Fuzz, j'ai pas l'impression. Non, Mais justement, moi j'ai trouvé qu'il allait en crescendo. En fait, il nous montrait, je vais illustrer ça avec la première scène de course-poursuite. Est-ce que vous vous souvenez de la première scène de course-poursuite? Attends, la toute première, c'est en Alors. voiture. Oui, parce que c'est une course-poursuite. Bref. merci Félix. En gros, on a un plan donc, avec Nicolas Angel et le personnage de Frost, mais je ne me souviens plus du tout du nom. Non, Ed, c'est C'est pas dans Dave? le premier film. Je sais plus Je du crois tout. que c'est Dave. Dave. Appelons-le Dave. Bref, on a Appelons donc Dave. Nicolas Angel et Dave qui sont donc au volant de leur voiture et ils surveillent qu'il n'y ait pas de personnes qui grillent la limitation de vitesse. Il y a une voiture qui passe justement très vite. Ah oui, la Et, décapotable. ouais, voilà. Et Dave dit super, une course-poursuite. Ah, Et donc du coup, on se dit Je vois ok, ce que il tu va y veux avoir une vraie course-poursuite. Mais Sauf avant que que la non. course-poursuite démarre, il y a un cut. Angel, je crois qu'il fait oui, tu sais, des fois les courses-poursuites, c'est pas si excitant. Sauf Et il que y a un nous, cut. on est annoncé pour voir une vraie course-poursuite. Ouais. Et du coup, la course-poursuite, c'est un plan sur la voiture qui démarre, cut, un plan sur les deux voitures qui roulent, cut, un gros plan sur le clignotant d'une des voitures, Ouais. cut, et les deux voitures sur le bas-côté. Ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est ça en du coup, il y fait, a on pas de- s'attendait à pas de de la course-poursuite, Et on a. et au final, on a juste ce truc qui est très coupé, et d'ailleurs qui fait penser à la séquence de Shaun of the Dead, la jump cut zoom. Mhm. Donc filmer du banal. Mais c'est ça, on s'attend. Enfin, Ah en ouais, fait, ouais. c'est. après, ça reste une. Après, c'est la forme de la séquence. En fait, on Ouais, c'est s'attend à vraiment quelque comment c'est chose amené. Oui, où voilà, c'est on pour puisse ça. profiter des images. C'est juste que le surcutage de la scène la rend vraiment frustrante parce qu'on se dit putain, mais j'ai pas eu ce que je voulais voir. Enfin, je voulais voir une course-poursuite et j'ai juste un petit truc surcuté et c'est vraiment frustrant. Et justement, à la fin, on a une vraie course-poursuite et c'est là en fait c'est là que je trouve le truc intéressant, c'est qu'au début, on nous dit voilà, c'est quelque chose d'absurde, donc on n'est pas là pour faire un film d'action comme on aimerait que ce soit. Mhm.
Mais à la fin, quand il y a le personnage de Nicolas Angel qui revient à Sanford pour faire le ménage, là, Edgar Wright dit ok, on assume que c'est un vrai film d'action et maintenant tout ce que vous voulez le voir, on va le faire. Et c'est pour ça en fait. Et on va le faire puissance vraiment, max. voilà, puissance max. Et c'est ça qui est super drôle, Pas c'est de que demi-mesure. au début il se contient et du coup on est frustré et à la fin il lâche tout. Et Ouais, c'est ça qui est ok. jouissif en fait. Ouais, ok. Je trouve ça très Là, je intelligent. comprends mieux ce que tu disais. Je trouve ça très intelligent. Après, en termes de procédés techniques, il y en a un petit peu moins que dans Shaun of the Dead, mais on a beaucoup de... C'est vrai que je me suis pas trop attardé là-dessus personnellement. Après, C'est vu vrai que que c'est c'est encore un film d'Edgar Wright, il y a forcément beaucoup de choses qui reviennent. Donc on a encore cette séquence de jump cut au début, quand il voyage de Londres à Sandford, Sandford, oui. avec un plan symétrique, qui est très joli d'ailleurs. Mhm. Sauf que cette fois, il n'y a pas de zoom, et au milieu, on a une scène, on a un plan où c'est juste Nicolas Angel qui attend sur le bord d'une gare. Sur le bord d'une gare. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça a coupé vraiment avec le rythme très dynamique. Juste, t'as une pause et ça fait respirer la scène, je trouve. Et ça repart après. Et ça repart après, exactement. Voilà, après, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si, une chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est les transitions de situations parallèles. En gros, il y a un plan où le tueur s'approche de la caméra avec une batte de baseball et donc frappe en direction de la caméra, cut, et on a un plan avec un fauteuil où Nicolas Angel, il s'affale dedans. Comme si c'est lui qui avait été frappé. Oui, il y a une sorte de continuité comme ça, entre Exactement. deux plans qui n'ont rien à voir. Et il y a beaucoup de plans comme ça, et je trouve ça hyper intéressant parce que ça te permet de faire une narration croisée pour développer tes personnages et le récit. Ouais, Et j'adore voilà, je trouve ce ça genre cool. de plan. On Ouais, retrouve beaucoup c'est- dans plein de... Genre Breaking Bad, on retrouve beaucoup Ouais. des plans comme ça. On retrouve... J'adore ce genre de plan, vraiment, où il se passe un truc et il se repasse après la même chose, mais... J'aime beaucoup aussi. J'ai noté aussi une référence à Tarantino, je sais pas si vous l'avez vu. Où ça. Alors c'est la scène où Nicolas Angel il est sur un cheval, et il y a une baston de regard avec tous les commerçants. Et c'est comme dans Kill Bill, t'as donc un plan large et un zoom très très rapide sur les yeux. Il y a Ah, exactement oui. ça dans Kill Bill, donc sans la musique, mais je pense que c'est une référence à Kill Bill. J'ai beaucoup aimé. Et aussi, je voulais parler des scènes d'action. Sa manière de filmer les scènes d'action. Je trouve qu'il fait beaucoup de gros plans pendant les scènes d'action, et je trouve ça aussi intéressant parce que en faisant des gros plans sur les armes, t'amplifies l'attention de la scène parce que tu surcadres ta scène d'action. Et du coup, vu qu'on est enfermé dans ce cadre et qu'on n'a pas une vue d'ensemble, on est plus. Enfin, ça la rend plus nerveuse. C'est pas, je ouais, trouve. c'est pas ce qui se... Ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Ouais, après, c'est aussi une technique pour rendre une scène d'action très dynamique sans que ce soit trop compliqué à faire. Oui. Parce que bon, les scènes d'action en vrai, ça Les peut scènes être d'action, vite c'est compliqué à faire. donc, Ça peut être très, très brouillon très vite. Ouais. Bah après, justement, il joue là-dessus. Enfin, c'est le fait de faire des trucs un peu brouillons, on comprend pas trop ce qui se passe pour justement que ce soit très dynamique, qu'on se dise, ok, il y a de l'action quoi. Ok, ouais, c'est vrai. Très bien. 2007, donc Hot Fuzz, on a dit. Ouais. Et c'est un film qui a très bien marché. Mais 3 ans plus tard, il va sortir un autre film, donc en 2010, et un film qui n'a rien à voir avec la trilogie du Cornetto. C'est notre 3e film dans le corpus. Et c'est Scott Pilgrim vs. The World, qui est une comédie écrite par Michael Bacall et Edgar Wright, réalisée par Edgar Wright, avec Michael Cera, Mary-Elizabeth Winstead et Helen Wong, pour un budget de 85 millions de dollars. D'ailleurs, il est produit par Universal, et je crois que c'est le premier film qui est produit par une grosse boîte. Bah, d'ailleurs, le générique universel au début en 8 bits, quel Wow. plaisir. T'es un geekos ou je rêve? Mais, en Mais réalité, par contre- j'ai vraiment trouvé ça bien. Non, en vrai, c'est toujours. Jean Félix a adoré son... Ouais. J'ai C'était regardé son- les 10 premières secondes. Il a arrêté de J'ai suite. adoré. Un budget de 85 millions de dollars, mais un box-office de 48 millions. Il a floppé de fou. Donc il a vraiment beaucoup floppé. Il a floppé au début C'est même bizarre en qu'il- salle. Mais, Mais, mais pourquoi tous les films de Edgar Wright ont marché, bah lui, enfin, ça par contre j'ai jamais compris. C'est une très bonne Alors, question. peut-être, Pourtant, une petite théorie, c'est que l'esthétique 8 bits très geek des années 90, c'est A peut-être pu un truc rebuter les qui néophytes. rebute et justement, énormément. Contrairement Ouais, à mais, des comédies parodiques qui sont hyper abordables. Ils ont pour plus tout le grand monde. public. c'est vrai que peut-être qu'il a... Les gens ont dû se dire, je sais pas, à la sortie je sais pas assez, mais je pense que les gens ont dû se dire, putain le style a complètement changé, c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous fait Ouais, ils ont dû. Et puis bon même, vieux Edgar, c'est qu'est-ce pas qu'il nous faux. fait, Quand t'es pas familier avec l'univers un peu jeux vidéo, comics, machin, et que tu vois ça, t'es peut-être pas forcément Ouais, attiré. Ce que je dis, tu vois quand même Edgar Wright à la réal et tu te dis, tu sais, les gens auraient dû se dire, le public qui le suivait sur les autres films, je me suis dit, il aurait pu le suivre sur ce film-là. mais je et- pense que c'est le public de Edgar Wright qui s'est rendu en salle, mais le public qui connaissait pas Edgar Ouais, à Wright mon avis, et qui allait voir Hot Fuzz en pensant que c'était une comédie Une d'action comédie, parce que ouais. c'était de l'action, là c'est peut-être pour ça qu'il a perdu. C'est vraiment une des forces de la trilogie du Cornetto, pour le coup, c'est à quel point c'est accessible. Et Ouais. je pense que c'est pour ça que ça a marché, c'est parce que c'est du bon humour et que Tout à fait. c'est comme. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est comme quand les gens vont voir les ch'tis, tu vois. Ouais. Non, oui, c'est vrai. D'un côté, C'est pas la même qualité, mais On dirait c'est qu'une la même comédie- idée. C'est l'idée de la petite famille qui va voir sa petite comédie. C'est vrai Alors que la Scott comédie est Pilgrim, plus c'est- accessible que. Scott Pilgrim,
Enfin, quand t'as vu le film, c'est pas pareil, mais je Ouais, pense il que est quand vraiment vendu tu comme vois un film geek un peu. Oui. la bande-annonce et tout, tu Après, te c'est dis, le c'est quoi marketing ce qui truc joue de beaucoup. geekos pour Je les pense enfants que de 12 ans. le marketing, il a vraiment été vendu, genre, ouais, regardez un film geek, quoi. Bref, un box-office pas terrible, mais apparemment une bonne rentabilité sur la location vidéo. Ouais, sur le long terme, parce que c'est devenu un Mm. gros succès critique en fait. Bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez voir ces films, ils sont disponibles sur Netflix au moment où on enregistre, Tous. donc c'est-à-dire en juin 2020. Non, il n'y a que Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim, mais il n'y a pas Baby Driver, Parce il n'y a que, pas The pour le World's coup, ils End. sont- Et puis Baby Driver, trop récent. Trop Il me récent. semble qu'ils sont tous sur Prime Video. Aussi. Sur les pas Qui c'est vidéo. qui fait le résumé? Bah, ça va être Félix. Ah bon? Oui, tu fais le résumé. Alors, Scott Pilgrim, déjà, c'est une adaptation de comic book, Tout à fait. ça faut le dire. C'est pas un scénario original. Donc, déjà, premier film d'Edgar Wright qui n'est pas un scénario original. Premier film à l'étranger, parce qu'il a pas été produit en Angleterre. Mhm. Tu l'as dit? Non, mais fais le résumé. Ah, je te l'ai dit. Ouais, non, mais je pensais qu'il fallait un peu reproduire le film comme dans ce Félix, contexte. laisse-le, là. Non, excuse-moi. Du coup, je peux dire aussi que c'est le premier film sans Nick Frost et Simon Oui, oui, Pegg. tu peux Bon, le voilà, je le dire. dis D'accord. et on passe sur le résumé. Bien sûr. Et du coup, c'est l'histoire de Scott Pilgrim, Mm. donc le héros qui est un ado, un jeune adulte canadien à Toronto, Toronto. qui vit chez son pote, plus ou moins en coloc, mais c'est plus un squat. Et on le suit un peu dans ses galères amoureuses, on va dire. Bah, il a une copine, mais elle est plus jeune que lui. Il a une petite copine, mais qui est au lycée, je crois. Qui est au lycée, ouais. Qui est au Qui lycée, s'appelle 17 ans. Knives. Qui est au lycée, Comment alors que Qui lui, il a s'appelle 22 Knives. ans. Nice. Qui s'appelle Knives, oui. Putain, je me souviens plus. Et donc, alors qu'il est encore avec cette copine, il rencontre. Il a l'impression. Il y a un peu ce jeu sur le rêve, justement. Il a l'impression qu'il est dans un rêve et il rencontre une autre fille qui le fait complètement craquer. Et il commence à avoir un double date avec les deux. Pas en même temps, évidemment, mais Il est très con. il les voit, il les voit C'est Scott Pilgrim. chacune leur tour. Et... Mais sauf que cette Ramona, donc cette nouvelle fille, Ramona, ouais. pardon, Elle a qui un- s'appelle Ramona. elle a un petit problème, c'est qu'il faut, pour la conquérir, il faut battre ses ex, en fait. Ces ex maléfiques, Ces qui ont ex tous des maléfiques. pouvoirs, oui, qui sont au nombre de 7. Il faut battre C'est- ces 7 ex pour pouvoir la conquérir. Et en le fait. film se concentre sur donc les combats et la possible union de Ramona et de Scott. Vous avez aimé le film? J'ai beaucoup aimé le film. Vraiment, en fait, j'adore le film. C'est vrai? Ouais, j'adore le film. Est-ce que tu le préfères à Hot Fuzz? Question. C'est très compliqué. Pour le coup, si j'ai juste envie de me détendre et de regarder une comédie à la cool, je regarde Hot Fuzz. Ouais. Après, sur plein d'aspects, je préfère Scott Pilgrim. D'accord. Bah moi je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas Edgar Wright, je lui conseillerais plus de commencer par Scott Pilgrim en fait. Ah bon. Plus Bah, que moi, par j'aurais les pas dit trilogies de ça. Cornetto, ouais. Je trouve que la trilogie de Cornetto, justement, c'est vraiment j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est le truc accessible. Justement, ouais, c'est très accessible, C'est mais bizarre quand même de commencer par Scott Pilgrim. moi je trouve que c'est mieux parce que c'est tellement c'est tellement très référencé, c'est tellement son univers qu'une fois que tu as vu Scott Pilgrim, Ouais, tu c'est peux vraiment peut-être tout voir mieux de lui. pour vraiment connaître le gars. Après, d'un autre côté, c'est pas forcément ce que je trouve de plus accessible, mais C'est vrai. en vrai, oui. C'est vrai. Alors, on en a parlé beaucoup pour les films de la trilogie du Cornetto, sur les références de Edgar Wright, mais alors ce film-là, Voilà, c'est plein de références à la pop ça culture. dégueule de références, c'est vraiment un patchwork de références, il y en a partout. Sur la musique, sur le sound design, bien sûr sur l'esthétisme, sur L'esthétique, évidemment, l'esthétique. mise en scène. tout est référencé, donc on l'a dit, la musique, le jeu vidéo, Mais c'est pas seulement des références, c'est plus surtout des clins d'œil. C'est presque- Il va pas faire référence à un jeu particulier, c'est plus il va refaire l'univers du jeu vidéo en fait. C'est ça, ouais. c'est une adaptation du média. Je sais pas comment le dire en fait. Il intègre ce qui fait du jeu vidéo un jeu vidéo. Ouais, Il voilà. l'intègre dans un format film. Et c'est un truc que Il le fait très bien en fait. En Parce fait, que c'est un truc que beaucoup de gens. si on le voit quand même beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup d'adaptations de jeux vidéo, mais sont Non, mais tous ce que- lâchés quoi. Voilà, ce C'est que je veux vrai. dire, c'est que souvent, quand les gens essayent, c'est mal fait. Parce que Enfin, je sais pas. Là, j'ai trouvé que vraiment, il y avait. Ça faisait pas forcer, c'était vraiment juste bien fait en fait. Et ça et servait aussi le je propos. pense que les autres films qui essayent de faire d'un jeu vidéo un film,
ils font d'un film un jeu vidéo, sauf que là, Edgar Wright, il veut pas faire une Oui, c'est pas adaptation de jeu l'idée vidéo. d'adapter un jeu vidéo en film, C'est ça. c'est vraiment l'idée d'apporter l'univers du jeu vidéo et de Dans son l'intégrer film, dans ouais. un film. Donc c'est plutôt de se servir des codes du jeu vidéo pour l'intégrer au film. Ouais, c'est C'est un peu pour ce ça que je veux dire, les... Ouais. quoi. Dans l'idée, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a peu de références très précises, Non. à part la musique dans Zelda. Et je crois que c'est tout en fait. Enfin, j'ai pas noté de références qui soient très 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 précises. Bah, très 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 C'est précis. plus, Il y a quand même, quand il dit qu'il a appris la ligne de base de Final Fantasy 2, Oui, c'est vrai. il cite quand même. Donc, Oui, après, Oui, mais c'est ça aussi, quand il cite tous ces trucs, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui connaît ce média de fou, il connaît le jeu vidéo. On a l'impression que c'est un geek qui nous fait un film pour les geeks, tu vois. Mais et ça. qui le Je fait pense que c'est extrêmement vraiment bien, ça. quoi. Je Et pense c'est vraiment ça, qu'il y a quoi. vraiment un côté très personnel où il se dit bah moi j'ai été geek en fait et Et c'est pour ça qu'il en parle avec. je vais me faire un film pour les gens comme moi. Parce Il en que, parle c'est pour hyper ça. bien, quoi. que c'est mieux que Ready Player One. Parce que non, juste genre je fais le parallèle parce que Ready Player One c'est oh regardez, là c'est Overwatch, là c'est Mario, là c'est Retour à l'aventure, alors En que vrai, sur le c'est- film de Wright c'est intéressant plus ce que tu dis. regardez, j'ai vous voyez genre dans les jeux vidéo, il y a ça, il y a ci, bah là on fait un peu pareil. En fait, c'est pas une référence explicite C'est directe, c'est on se sert d'une référence en se l'appropriant et en la Ouais. remixant dans le source du coup, on dit ah ça ressemble à un jeu vidéo. Alors que C'est des dans rêves, des Ready fois Player One, c'est c'est ultra pointu quand même. Ouais. Genre refaire la ligne de base de Final Fantasy, oui, personne connaît, quoi. Ouais. Alors que Enfin, ouais, pour le Ready coup- Player pour le One, coup, c'était vraiment. des rêves moins accessibles parce que c'est un univers un peu différent que des rêves qu'on aurait eu dans Hot Fuzz, mais voilà quoi. Ouais, mais c'est là où on c'est bien voit que fait et c'est. et c'est pas inutile, c'est vraiment il y a un vrai intérêt à chaque référence et, Ouais, bah, et il s'en sert bien. Il les met bien en scène et il s'en sert bien. je suis d'accord. J'ai aussi noté un hommage à la BD. Oui, Euh, alors bah, c'est une adaptation de comics quand même à Tout la à base. fait. Tu l'as dit tout Et à fait. il y a beaucoup d'éléments de comics, il n'y a pas que du jeu vidéo. Surtout sur l'intro, quand on te présente les personnages, du coup la narration te dit voilà, c'est ce personnage, et à côté il y a un petit encart de BD qui se dessine avec une petite phrase rigolote, et j'ai trouvé ça super bien. Enfin j'ai trouvé ça léger, mais c'était voilà, c'est dynamique, c'est plaisant, puis ça te permet de développer un petit peu le background des personnages sans forcément t'attarder dessus. Oui, puis c'est comme les onomatopées qui sont écrites quand il Oui. se passe quelque chose. Tout à fait. Genre des dings, des trucs comme Ouais. ça, c'est écrit. Et là je notais alors une référence, alors elle est peut-être indirecte, mais une autre référence au Kill Bill de Tarantino, est-ce que vous l'avez ou pas? J'ai vu aucun Kill Bill, alors je vais pas te. Oh là, oh là Félix. là, Tu l'as, Pierre? Non, j'ai Ouais. pas la ref, mais. Alors, enfin, je pense que c'est pas du tout pensé comme une ref à Tarantino, mais chacun des ex maléfiques a une histoire donc avec Ramona, et quand Ouais. Ramona la raconte, c'est sous forme de flashback, mais c'est des dessins. Donc c'est des dessins de BD, de bande dessinée. Et ça m'a fait beaucoup penser. Ça fait penser, mais je pense pas que la ref est Non, là. c'est juste ça fait non, c'est penser. clairement, mais ça m'a fait penser au flashback sur l'histoire de De- Ishioren, je Oui. crois que c'est comme ça, du premier Kill Bill. Mais là, ouais, parce que quand Tarantino le faisait, lui, il faisait référence au manga. Oui, Parce c'est que son vrai. personnage était japonais, et lui, il le fait référence parce que au comic book, je pense. Ouais, C'est vrai que c'est intéressant Je parce sais pas qu'ils font référence à. J'ai pas vérifié ça, mais je sais pas si vous l'avez. Est-ce que du coup, les flashbacks en bande dessinée, enfin en dessin animé plus ou moins, dans Scott Pilgrim, est-ce que c'est avec des images de la bande dessinée originale? C'est vrai qu'on aurait pu vérifier. J'avoue que j'ai pas vérifié ça. Et je crois que mon frère, en plus, a la BD à la maison, mais j'aurais dû vérifier. Voilà. Mais il me semble que c'est très proche, parce qu'à un moment, je me souviens que dans une des fêtes qu'ils font, dans la party, Scott demande est-ce que vous avez vu Ramona Flower, et il tend un dessin avec Ramona, enfin une tête de fille dessinée. C'est Je crois que c'est un dessin dans le même de la style. BD justement, et quand je l'ai comparé dans ma tête au flashback, ça ressemblait un petit peu. Donc je pense que oui, c'est référencé à la BD. Ce serait Ouais, d'ailleurs surprenant que ce le soit pas. Oui, c'est Oui, c'est sûr, vrai. je pense. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est un petit peu référencé. Ouais. Après, en termes de procédés techniques, est-ce que vous avez noté des choses? Plein Enfin, de des trucs. choses. J'ai encore la référence, le fait qu'il mêle encore la musique avec l'action, avec ce moment ouf, avec quand il se bat contre les deux ex de Ramona, les DJ, et DJ qui font un japonais. combat de DJ musique en japonais. fait. Ils font un combat de Les musique jumeaux avec japonais. après les sortes d'entités qui sortent de leur musique, qui vont se battre. Donc ouais, là vraiment c'est le action musique. C'est hyper plaisant à voir, ouais. C'est très théâtral. C'est C'est hyper hyper beau. théâtral. Ouais. Moi, j'ai noté aussi sur la musique, il y a beaucoup, alors c'est normal, il y a beaucoup de transitions extra à intradiégétique. Pierre, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que intradiégétique et extradiégétique? Vraiment, Arthur me pose des codes à chaque fois. Bah, intervention surprise. L'intradiégétique, une musique intradiégétique, c'est une musique que l'on entend, mais que l'on voit. C'est-à-dire que si on entend une guitare, on voit quelqu'un dans la scène Jouer de la guitare. Et extradiégétique, c'est la musique qui ne se trouve pas dans la scène, mais qu'on entend. Donc une musique de fond, par Une exemple. musique de fond, voilà. Je pense que Exactement. j'ai été clair. Et bien justement, donc
je vous disais, il y a beaucoup de transitions extra-intradiégétiques, donc je pense particulièrement à la scène où Scott découvre Ramona pour la première fois à la bibliothèque. Donc Scott regarde Ramona, et là il y a une note de basse pour souligner son cœur qui bat. Donc on a le plan sur Ramona, la note de basse, un plan visage sur Scott, donc qui se fixe, et on entend encore la note de basse, cut, on a encore ce même plan sur Scott avec encore la note de basse, et au changement de plan, il y a son ami qui est vers lui et qui lui fait « Mais pourquoi tu fais la même note de basse ?» Et en fait, à la transition, on a donc toujours cette note de basse, sauf que elle passe de... elle passe de extra intradiégétique, parce que Voilà. justement Scott fait partie d'un groupe de musique aussi, on l'a pas dit. On l'appelle. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai oublié le nom du groupe. C'est Sex Bobomb. Sex Bobomb, ouais. Sex Bobomb. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça te sert de transition. Donc évidemment, ça souligne les sentiments de Scott pour Ramona, mais ça permet aussi de donner à la personnalité de Ramona vraiment une part entière. C'est dire, ok, ça c'est Ramona et elle est tellement importante pour l'histoire qu'elle a son propre effet sonore. Ouais. J'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, après on a encore cette scène du jump cut zoom. Oui. Mais Oui, cette fois, elle est un beaucoup. peu différente. Je sais pas si vous voyez où elle est. C'est quand Scott et Knives, ils font leurs petites activités habituelles, sauf qu'à la place d'un jump cut zoom, comme on l'a vu sur les précédents films de la trilogie du Cornetto, c'est des scènes qui sont mises bout à bout, comme si on faisait un travelling. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, à chaque fois, le rythme ralentit pour montrer que justement Scott se désintéresse de Knives au profit de Ramona. Et j'ai trouvé cette évolution de Je sais cette pas si scène. tu parles de cette scène, mais il y a ce moment où il est dans le bus. Oui. C'est ça, celle-là dont tu Alors parles non, je parlais de l'autre, mais Oui, cette c'est scène ça. vient après et Quelque elle est chose dans aussi. le bus où Je vois tout à fait ce que tu veux dire. justement il est un peu enfermé dans un cadre créé par les. Ça fait les très bus. comique justement, parce que c'est une Ça scène fait à très chaque comique justement, et du coup ça fait des sortes de cases qu'on Oui. voit en travelling, et on voit Scott qui pense à Knives, Scott Après, qui pense à Knife s'efface petit Ramona, à petit pour enfin, que ça revienne à comme Ramona. ça. Et ouais, très intéressant, très. Bah, c'est une manière de servir des codes du comique et de les intégrer au cinéma, et que ce soit bien fait, quoi. Que ce soit... Puis surtout, t'esthétises un peu plus ta narration, et ça c'est Ouais, très appréciable. c'est toujours plaisir. C'est très appréciable. Et après, voilà, c'est un peu ça pourrait être tout ce que j'ai noté en ce qui concerne la partie technique. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est. Enfin, ce que je trouvais très intéressant, surtout pour un film de 2010, pour le coup, c'est à quel point l'action, quand elle est filmée, toutes les scènes d'action, toutes les scènes de combat, c'est ultra moderne et frais, en fait, dans la manière dont c'est fait. Au niveau Parce des que- couleurs aussi, surtout. Ouais. Parce que vraiment, tu vois, les chorégraphies, elles sont très jeux vidéo, elles sont très comiques, c'est-à-dire des comics, je veux dire. Enfin, c'est pas réaliste, si on veut, c'est un peu Oui, ça fait gros plan encore sur allusion au rêve. point, ça fait dessin animé, ça fait manga, tu vois, ça fait vraiment tous ces trucs un peu fantaisistes, on va dire, un peu surréalistes. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose qu'on voit assez, enfin, qu'on voyait assez peu, en tout cas, ça, on en voit de plus en plus des mises en scène très dynamiques comme ça, mais Et c'est vrai que c'est enfin, ultra intéressant. je pour trouve. moi, c'est la première fois où je vois un film où les scènes de combat sont vraiment esthétisées à mort. Ouais. On se concentre presque plus sur l'esthétisme du combat plutôt que sur le combat en lui-même. Très bien, bah écoutez, on passe ensuite à un passage à vide, mais pas vraiment, parce qu'il a sorti des films, une séquence de 2010 à 2017. On parle Donc- pas de l'ex-vegan. J'ai vraiment beaucoup aimé cette. Tu veux faire un Ce petit, combat. Ah oui, un petit encart sur l'ex-vegan? Ah, l'ex-vegan. Oui, où il y a Enfin- la brigade qui débarque. Ouais, Moi, j'ai pas c'est trop compris. vraiment- Enfin, il boit du lait de soja, c'est ça? Non, Après, attends, il se fait c'était arrêter. quoi En fait, le délire C'est parce que. Bon, j'essaie de résumer un peu le combat, mais vraiment, ça pour moi, c'est vraiment genre l'humour absurde. Ça me tue, ça. Vraiment, j'adore ça. Il y a un ex maléfique que Scott Pilgrim doit affronter, qui en fait est super fort. Il a des pouvoirs de fou. C'est genre vraiment, c'est le Superman plus plus. Et en fait, il dit qu'il tire ses pouvoirs du fait qu'il soit vegan et qu'il soit allé dans une école une académie de vegan. Ouais. Oui, ouais. Et du coup, il y a tout ce délire sur ouais, quand tu manges pas de viande, que tu bois pas de lait, et il dit ouais, si t'es un faux vegan qui boit du lait et des œufs, t'as pas les mêmes pouvoirs que moi. Et ça m'a vraiment détruit. Et Et d'ailleurs, justement, il se Scott fait. Pilgrim le bat Ouais. en lui faisant en lui donnant un café et en mettant De la crème dedans. il dit ouais, il y a dans ces deux cafés, il y en a un qui a du lait de soja et l'autre qui a de la crème de vache, enfin du lait demi-écrémé, du lait de vache. Et justement, il le bat comme ça parce qu'il
il Et perd il y a ses la pouvoirs. brigade il qui y a la débarque. brigade Il y a entière. une brigade et qui lui enlève. Il y a la brigade des vegans qui arrive pour lui enlever ses pouvoirs. C'est extrêmement. Ça me tue. Par contre, j'ai trouvé vraiment le personnage de Scott vraiment très con. Con. Ouais, Comment ça vraiment, il est débile. Enfin, du coup, il invite sa précédente copine, Knives, à le voir en concert. Et il invite Ramona au même concert, en même temps. Et enfin, je sais pas, il est. Ah, c'est vraiment son personnage. D'ailleurs, le fait qu'il sorte avec une lycéenne, c'est vraiment un Ah. enfant. Après, je le trouve. Enfin, il est peut-être un peu con, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait la merde dans sa vie, mais en même temps, je le trouve très cohérent et réaliste en fait. Puis je trouve qu'à Finalement, la fin, il c'est un a une personnage, belle fin. ça pourrait être notre pote, on pourrait le connaître. Ouais, Vraiment, clairement, c'est ouais. ça. La fin lui rend bien justice en tout cas. Oui, J'aime beaucoup c'est la fin. une rédemption, finalement. Oui, tout à fait. Et on passe maintenant à une petite séquence donc, entre 2010 et 2017. Donc après avoir fait Scott Pilgrim vs. The World, enfin je veux dire plutôt parallèlement, il a coécrit le scénario de Tintin et le secret de la licorne de Spielberg. J'ai pas vu. Ça j'étais très surpris, bah, il est très très bien. Ah, ça me surprend aussi, parce que c'est pas forcément un film qui fait très Edgar Wright. Oui. Mais moi ça me Ouais. surprend, mais pas tant que ça, puisque dans la VO, les Dupont et Dupont Oui. sont joués par Simon Pegg et Nick Simon Frost. Pegg et Nick Frost. Oh putain, je Oui, savais pas c'est ça. pour ça à la base. Mm. Et c'était très rigolo. Après, en 2013, il conclut enfin la trilogie du Cornetto avec The World's End, ou Le dernier peu avant la fin du monde en français. Celui-là, on n'a pas mis dans notre corpus de films, parce qu'on s'est dit que ça faisait peut-être un peu redondant avec Shaun of the Dead et Hot Fuzz. Donc, on a préféré l'écarter. Mais cependant, je sais pas, on pourrait peut-être conclure sur cette trilogie du Cornetto. Moi, je trouvais que ce qui conclut, c'est ce que j'expliquais avant, il conclut sa critique, encore une fois, de la société, où là où il nous explique, avec le personnage de Simon Pegg à la fin qui gueule, ouais, on veut être libre, où il explique qu'en fait, bah oui, ce qu'ils veulent, c'est être libre de faire ce que tu veux dans la société, et avec la fin, chaque personnage donc fait ce qu'il veut. T'as Simon Pegg jeune qui se barre avec son groupe d'amis pour conquérir tout le monde qui a été détruit. T'as l'agent immobilier qui refait sa vie et qui continue à être agent immobilier. Et ouais, ce qu'il veut juste, c'est être libre. Il se bat contre cette entité qui lui. Et donc, ici, il reprend, parce qu'il reprend ici le film de Body Snatcher, donc comme on disait, les profanateurs de Les cette points de culture, tu vois. qui donc prennent le corps des gens, prennent possession du corps des gens. Mais t'es sûr que c'est pas. Ils prennent leur corps et ils en font une réplique? Ah oui, ils en font une réplique, oui, t'as raison. On vient de spoiler le film de ouf. De toute façon, c'est le but. Mais de toute façon, on vous conseille quand même de le voir parce qu'il reste très marrant, même si vous savez un peu l'histoire. On passe ensuite à 2015, où il est évincé de la production de Ant-Man, sur laquelle il travaille depuis très longtemps, par rapport à des divergences créatives selon le studio. C'est étonnant par rapport de Marvel. On est vraiment. Bah, moi, ça m'a surpris, je vous le dis tout de suite. Vraiment, on s'y attendait pas. Et je trouve que c'est très parlant. Enfin, on sort un peu du sujet, mais c'est très parlant sur la façon de faire de Marvel. Oui, De ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre des différentes interviews qu'il a données, on l'aurait viré parce que en gros Marvel n'était pas vraiment content du fait qu'il y ait un homme au scénario et à la réal, parce que justement eux, étant donné que Marvel veut construire une saga cohérente, s'il y a un film qui est un peu moins lisse que les autres, il rentre un petit peu moins dans le chaînon, et du coup Ouais. je pense que c'est ça qui a c'est bloqué. c'est le problème. Ah ouais, on sort de ce qu'on veut dire, mais c'est quand même le problème de Marvel, mais aussi ce qui fait leur force, c'est de leur créer une série vraiment hyper lisse, Oui, hyper C'est cadrée. ça. Ils ont créé leur. En vrai, on peut pas leur en vouloir, ils créent leur cadre, ils veulent leur cadre, Ouais, c'est logique qu'ils veulent. Disons que c'est comme toujours, il y a du bon et du mauvais. Et du coup, le bon pour moi, c'est qu'il y a une série qui est cohérente. Le mauvais, c'est qu'un film indépendamment, il aurait pu être mieux, enfin, Oui, il aurait tout pu. seul, marcher mieux tout seul. Et là, c'est vraiment ce côté. C'est des films, mais en fait, ça marche plus comme une série télé. Oui, c'est ça. Ouais, c'est mais une c'est saga. leur but de toute façon. Et Après, c'est le ils but, l'ont- c'est pas forcément un souci. C'est juste que, du coup, un film indépendamment, bah, si on le prend juste tout seul, on se dit, il marche moins bien que ce qu'il aurait pu marcher. Mais ce qui a été dommage, c'est que je trouve qu'ils auraient quand même pu laisser les rênes à Edgar Wright, parce qu'ils l'ont quand même fait sur le Thor Ragnarok, ils ont laissé Et les rênes à Taika Waititi. Excellent pour Et le ça a coup. été un grand succès. Et ça a été un super Bah, succès. franchement, Après- c'est un de mes Marvel préférés, de loin. C'est vrai qu'il ressort quand même vachement du lot. Moi, c'est le 2, mais parce qu'il est pourri. C'est vrai que Thor Ragnarok sort vraiment du lot, quoi. On sort du cadre. Enfin, moi je trouve qu'il sort beaucoup du cadre.
Mais ouais, c'est- mais il est pas mal intégré pour autant, je trouve. Ouais, il est pas mal C'est intégré. avec ce film que je me suis dit, en fait, pourquoi vous faites pas ça tout le temps? C'est Ouais, comme voilà, les Gardiens de la pourquoi ils Galaxie font 1, pas- en fait. Finalement, il sortait beaucoup de ce qui était fait avant. Et Oui, voilà. Pourquoi ils font pas ça tout le temps, en fait? Ils ont Et pu surtout, faire ce qui est tout le dommage, c'est que c'est un film sur lequel Wright travaille depuis longtemps, il avait vraiment envie de le faire. Ouais, il a fait vraiment. En Donc c'est plus, con ouais. qu'il se fasse expulser. Quoi. Puis Je pense qu'il bon, a été dégoûté. quand on voit la passion qu'il met dans ses films, il aurait pu faire un truc Ouais, c'est- vraiment. Enfin, je vois pas comment ça aurait pu être mauvais. C'était Du juste coup, impossible. ce qui pourrait être intéressant, ce serait une saga de films où chaque film est fait par un réalisateur qui vraiment met tout son cœur dedans et genre il impose C'est vraiment clair. sa patte. Ça, c'est clair. Ce serait intéressant. Mais bref, trêve de tergiversation, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais vous m'avez compris. Bref, on ferme cette parenthèse et on passe à 2017 avec le nouveau film de Edgar Wright, Baby Driver, cette fois-ci écrit et réalisé par Edgar Wright seul, pas de Simon Pegg, comme Scott Pilgrim, avec Ansel Elgort, Jamie Foxx, Lily James et le bon Kevin Spacey, c'est faux, avec un budget de 34 millions et un box-office de 227 millions de dollars. Ce film a très très bien marché et c'est Pierre qui va faire le résumé. C'est moi qui Et fais ça un- rime, ouais. Et bah, le résumé de Baby Driver, c'est assez simple. On suit la vie de. Encore une fois, j'ai oublié le nom des personnages. Je suis Alors, regardé sur Baby. internet. Oui, tout simplement. Baby. Baby. Donc on suit le personnage de Baby qui est un chauffeur pour des braqueurs, on peut le dire. C'est un chauffeur, il conduit très très bien les voitures. Grosse voiture. Je crois qu'il est fan de caisse, je crois. Oui, il est fan de adore la tuning. nitro. C'est un Mais fan c'est de l'asphalte. bagnole, ce mec. Lui, il n'y a que la famille qui compte. Bien sûr. Ce genre de. Enfin bref. Donc oui, il conduit donc des voitures pour des braqueurs. Son patron, c'est Kevin Spacey. Qu'on appelle Doc, je crois. Comment ça s'appelle Doc. Je suis en train de regarder sur internet. C'est d'ailleurs, Doc, pour oui. le nom des personnages, parce qu'on se trompe depuis tout à l'heure. Non, Doc. c'est bon. Oui, c'est Doc. Mais je te le dis, c'est Doc. Ouais. Vas-y, Je continue. l'ai dit. Et donc, il travaille pour ce doc, pour qui en fait il doit faire des contrats. On comprend en fait qu'il est un peu obligé de le faire. Parce qu'il a une dette envers Il Il a Doc. une dette ouais. envers lui, donc il doit lui faire des. Il doit être chauffeur pendant tant de Il temps doit pour être chauffeur rembourser sa dans dette. tant de temps. Et l'une des autres passions, à part conduire des grosses voitures, c'est faire de la musique. Il adore la musique. La musique en général, pas forcément la faire. Il aime la musique et on voit qu'il en fait aussi beaucoup Il en fait avec beaucoup, Avec ses cassettes. avec ses cassettes, ouais, voilà. Et Il donc, est fan de caisse et Zikos. Et Zikos, C'est cool. ouais. Et donc il fait en parallèle, il fait aussi de la musique et donc on va le suivre dans ses aventures, c'est pas du tout ça, mais on va le suivre, ouais, quand même, faire ses braquages Jusqu'à ce que des choses Bah, dérapent. faut quand même que les dire, choses dérapent, oui. pour le synopsis du film, que l'histoire, c'est que il a fini de payer sa dette avec Doc, donc Kevin Spacey. Ouais. Et C'est marrant. du coup, il parce veut que arrêter. C'est un fils de pute dans le film et dans la vraie vie. C'est fou ça. Ah, c'est bien Ah, on pensé. est politique. Oui, on est politique maintenant. On est politisé. Du Désolé. coup, ouais, j'en étais où? Et du coup, oui, comme il a fini de payer sa dette, il s'est dit qu'il allait se retirer et qu'il avait juste fini de payer Et sa qu'il dette. allait il emmener fallait- sa nouvelle parce petite qu'il amie. voulait- il a Debbie. une nouvelle petite amie. Ah oui, c'est vrai qu'il a Tout va bien pour lui. Mhm. Il s'est dit c'est bon. Oui, du coup, il a sa petite vie tranquille avec sa copine et tout. Il se dit que ça va tout bien aller. Sauf que le doc, Kevin Spacey, si Baby a fini de payer sa dette, il lui fait bien comprendre que s'il continuait pas de travailler pour lui, ça allait être très compliqué. Et clairement qu'il va buter toute sa famille. Enfin, sa famille. C'est ce que le chantage impliquait, je crois, oui. Oui, c'était Voilà. une histoire un peu sale comme Oui. ça. Exactement. Du coup, Baby se retrouve à devoir continuer les braquages Et à tomber dans essayer une... d'en s'en sortir. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? J'aime beaucoup. Moi j'ai bien aimé, moi vraiment, Ouais. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas beaucoup, surtout les fans de Edgar Wright, mais moi je l'ai bien aimé, vraiment bien J'ai aimé. vraiment beaucoup Moi, aimé. c'était la première fois que je le voyais. Enfin, Moi je l'ai vu pour le podcast, du coup. Pareil. Et ouais, j'ai été surpris, c'était bien. Voilà, c'était plutôt un plutôt bon film. C'est pas mon préféré de Edgar Wright, mais ouais, je trouve qu'il C'est vrai qu'il il sort, tient mais- très bien la route. Et moi Tu l'as écrit ça? Non, c'est pas Scénarisé. trop mon petit pote. oh là là, j'ai trouvé intéressant, c'est le fait, donc on disait le fait du personnage de Baby, donc il fait de la musique, mais il fait de la musique à partir d'enregistrements, qui fait des réunions, on peut dire. C'est ça. À la fin de chaque braquage, il y a un brief. Il y a un brief, Et ouais. souvent, Doc parle de Baby, il dit ouais, ce mec-là, il conduit vraiment bien. Et du coup, Baby a une sorte de dictaphone. Il Ouais. enregistre chacune des répliques que le Doc va sortir. Il les sample. Et à chaque braquage, il fait une il fait un son, et c'est intéressant, avec, tu peux le mettre en parallèle avec ce que fait Edgar Wright dans son cinéma, de resampler des genres. pour Ah, en j'avais faire pas ses pensé, films. mais ouais, c'est une. Et c'est pas donc faux. lui, C'est une bonne Baby sample des voix pour en faire sa musique, et bah, Edgar Wright il sample des genres de cinéma, comme on a vu auparavant, pour en faire ses films à lui. Ce que j'ai trouvé bien aussi avec le film, c'est qu'il est pas si référencé que ça.
Non. Enfin, je me Oula, serais attendu à un film très référencé donc sur le film de braquage, et il y a quelques références, mais sans plus. Sans plus, ouais. Après, il y a bien sûr une Il y a- référence majeure avec Il Taxi aime- Driver. Je n'avais pas parlé de ça. Ah, J'avais pardon. comme parlé du fait qu'il y ait des références parce que Enfin, tu sais, il y a le neveu de Doc Ouais. qui regarde beaucoup de films. Enfin, on le voit pas, mais on nous le dit qu'il regarde beaucoup de films Ah oui, ouais. policiers ou de braquage ou de thriller ou de trucs comme ça. Ou des films de mafia, des trucs comme ça. Et justement, le personnage de Baby, des fois, quand il parle à Doc, il lui parle avec des répliques de films. Ouais, c'est Et vrai. C'est vrai. du coup, il y a ce côté-là un peu référence. Mais c'est très léger. Moi, je mettais une référence à Taxi Driver sur la trame. Enfin, je trouve que c'est un peu la trame inverse de Taxi Driver. C'est-à-dire que Taxi Driver... Attendez, parce que je l'ai noté, parce que j'étais sûr que j'allais l'oublier. Taxi Driver, c'est un personnage déviant qui veut libérer une fille de la vie qu'elle mène pour un meilleur avenir. En gros, si on simplifie. Alors que Baby Driver, c'est un personnage moral qui veut entraîner une fille dans une vie de déviance. C'est un petit peu inversé, c'est entre vrai, guillemets. c'est vrai. C'est pas faux. Puis il conduit des voitures. Et bien sûr, il est fan de caisse, le mec. Des grosses caisses. Bien sûr. Non, mais Des c'est vrai que gros moi, gamos. c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Ça bossé, me, ouais. moi, ça m'a beaucoup fait penser à Drive. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je trouve qu'il y a vraiment une vibe très Drive dans Bah, le pareil, film. attends, le mec, il est fan de caisse. Après, c'est la c'est même comme ça, hein. époque. c'est Oh, un les mecs vont conducteur, se il faire y a un côté criminel. Ça fait beaucoup penser à Donc ça. forcément, oui, Ah, ça c'est fait même pour Drive. ça la grande Mais- vadrouille quand ils conduisent là. Et qui jette des citrouilles sur les gens. C'est vraiment ça. Ah, c'est pareil. Alors, on avait parlé de musique avec Fast and Scott Furious, Pilgrim. c'est marrant. Il y a Vin Diesel. Cette blague va trop loin. Attends, est-ce qu'on peut passer quand même J'étais Oui, si. fier de ma trouvaille. Ah, le clip. Le clip. Est-ce que tu peux, oui, nous parler du clip Lucas, du coup, de ce vraiment clip fier de sa trouvaille. Est-ce que tu peux nous parler de ce clip En tapant Edgar Wright sur internet et en tombant vraiment par hasard sur un clip, le clip, c'est le groupe, c'est le Mint Royal. Le son, c'est Blue Song, donc de Mint Royal. Le clip a été réalisé en 2003. Et donc dans ce clip, on suit un chauffeur de voiture qui est donc un chauffeur pour des braqueurs. Et d'ailleurs, deux de ces braqueurs, c'est Nick Frost et Simon Pegg. Et donc on le voit Simon arriver Pegg devant un. J'avais vu que Nick Frost, moi. Ah, il y a aussi Ah oui, si, il y a Simon Simon Pegg aussi. conduit, Ouais. je crois. Non, c'est pas celui qui conduit, c'est Non. aussi un deuxième braqueur. Ils sont trois braqueurs, il y a aussi un autre acteur que j'ai pas reconnu. Ils sont trois et il y a Simon Pegg dedans. Oui, monsieur. J'ai vu que c'était un gars connu, le gars qui conduit, mais je sais plus qui c'est, j'ai oublié. Enfin bref, donc ce mec arrive dans la banque et on le voit suivre toute son. Enfin, on le voit attendre en fait que les autres arrivent et il met sa musique. Au moment où les gens partent, il met sa musique dans la voiture et il attend, donc avec sa musique et tout. Et donc ce clip a été fait en 2003. Et d'ailleurs, Félix a vu aussi un commentaire qui dit vraiment. Oui. Ce commentaire dit. Date de 10 ans et dit putain, cette intro serait géniale pour en faire un film entier en fait. Et Ouais, donc parce je que trouvais un ça gars hyper qui- cool qu'en fait il ait fait ça. 7 ans avant le film. Et je trouve que c'est marrant, c'est c'est de voir ce clip, donc c'est vrai, Blue Song des Meat Royal, et d'ensuite aller voir vraiment l'intro de Baby Driver. Et c'est exactement la même chose. Vraiment, pas au plan près, je dirais, mais c'est la même chose. Donc, Ouais, c'est vraiment En ça. tout cas, ce clip a été une grande influence pour. ouais, voilà, on Ouais, le voit arriver c'est- avec sa vraiment, ça voiture. part de là. Ouais, voilà. On le voit arriver avec sa voiture, il met la musique et on le voit danser et tout, faire ses trucs, et ensuite partir. Bah, Et- pour le coup, j'ai trouvé que le tout premier braquage de Baby Driver, ouais, ça reprend vraiment beaucoup le clip. Ouais, voilà, ça reprend le clip, c'est ça. Pas forcément les autres, mais le premier braquage, c'est vraiment le clip. D'ailleurs, on retrouve pas le son Blue Song dans le film, mais il est dans la soundtrack qui est sortie après. En revanche, petite anecdote, Ouais. on retrouve le clip dans le film, parce que quand le père adoptif de Baby, étant donné qu'il a perdu ses parents, on n'en a pas parlé, mais voilà, il a perdu ses parents, on le dit maintenant, son père adoptif, qui est sourd-muet, Oui, qui est sourd, mais oui. sourd-muet, ouais. Donc, quand il regarde la télé, il zappe, et on voit, quand il zappe sur la télé, on voit qu'il zappe sur le clip, justement. Ah, putain, j'ai pas fait attention à De ça. En vrai, moi j'ai vu 2003, le. Ouais, j'ai pas fait Après, moi, attention à comme ça. j'ai vu le clip, puis le film direct après, du coup, ça Ouais, m'a donc. frappé. Ouais. Mais justement, vous parlez de musique. Alors, comme pour Scott Pilgrim, la musique est ici très importante. Forcément. Parce que le Baby, justement, se balade avec une collection d'iPod divers et variés. Et justement, donc, quand il conduit, sa seule façon de bien conduire, c'est de s'immerger avec de la musique. Et d'ailleurs, sa façon d'être au quotidien, c'est de s'immerger avec de la musique tout le temps. Oui, voilà. Parce que, mais ça s'explique par le fait que Il soulage comme ça ses acouphènes. ces acouphènes qu'il a C'est- eu pendant l'accident. Pendant en fait. l'accident, etc. L'accident où il a perdu ses parents. Un accident de L'accident voiture. Il voilà. soulage ses acouphènes Tout grâce est à la lié. musique aussi en fait. Et justement, il y a beaucoup de procédés donc, techniques qui reprennent la musique. Donc justement, comme Hot Fuzz, enfin non pas comme Hot Fuzz, comme Scott Pilgrim, pardon, il y a beaucoup de scènes de raccords musicaux intradiégétiques
Alors, celle-là, je vais l'expliquer parce qu'elle est complexe. En gros, vous avez donc la scène d'ouverture qui est un braquage. Et ensuite, il y en a une scène où Baby va chercher des cafés pour son équipe. Ah oui. Et pendant qu'il va chercher des cafés, donc il met ses écouteurs et il écoute la chanson Harlem Shuffle de Bob and Earl. Et en gros, donc, il est filmé en train d'aller chercher ses cafés. Donc voilà, il marche, il fait son petit truc, quoi. Pendant que la chanson donc, joue, donc elle joue en extra-diégétique, pendant que la chanson se joue, on a les décors qui intègrent des paroles de la chanson. Oui. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, tu as la chanson donc en extra-diégétique et tu as toutes les paroles qui s'affichent et du coup, ça fait quelque chose de très théâtral. Ouais. Et c'était vraiment super plaisant à voir. Et il y a beaucoup il y a beaucoup de scènes comme ça dans le film. Il y a aussi encore beaucoup de transitions intra-extra-diégétiques. Donc quand Baby enlève ses écouteurs ou quoi, un peu comme dans Scott Pilgrim. Voilà, sinon j'ai pas noté grand chose. Si, j'ai noté quelque chose de très intéressant sur l'iconisation du personnage de Baby. En gros, donc on l'a dit, le père adoptif de Baby, il est sourd-muet, donc il communique avec la langue des signes avec Baby. Et alors, pour l'anecdote, j'ai vu le film avec mon frère, et en gros, quand il y a le brief du braquage, Baby, il a ses écouteurs sur lui, donc on pense qu'il n'écoute pas. Ouais. Et du coup, il y a une scène où tu le vois avec ses écouteurs, et il y a Jamie Foxx qui dit ouais, mais attends, lui, il écoute rien. Et du coup, Doc le regarde et lui dit Baby, répète tout ce que j'ai dit. Et du coup, Baby répète tout, et là mon frère il m'a dit putain, non mais c'est débile, le mec il écoutait pas et il peut tout répéter. C'est un truc classique, mais c'est débile de faire ça. Ouais. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il lit sur les lèvres, puisqu'il est sourd-muet. Bah, déjà, il lit sur les lèvres, puis c'est pas parce que t'as de la musique dans les oreilles que t'entends pas ce qui se passe autour. Non mais oui, mais c'est de manière classique, quand t'as les écouteurs, t'écoutes pas. Et c'est pour ça en fait, il y a aussi pareil un détournement des codes du film de braquage, mais qui est un peu plus léger. Là, c'est. Il écoute pas parce que c'est un pro, mais juste parce qu'il sait lire sur les lèvres. Oui, voilà. Et il y a beaucoup de petits décalages comme ça, donc c'est pas un film de comédie, mais il y a quand même des petits encarts. Ça, pour le coup, je pense que c'est un peu. Parce que Baby, c'est pas un personnage, c'est pas un gangster, quoi. Oui. Et voilà, il le souligne de certaines manières et on le voit de Mais c'est ça que j'ai apprécié. Parce qu'en fait, c'est un gars banal. Enfin, Tout à banal. fait, ouais. Il a une histoire, quoi. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est un bon gars. C'est pas un gangster, quoi. C'est pas Jamie Foxx. C'est vrai. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ces films? Moi, j'ai absolument rien à dire. Est-ce qu'on pourrait peut-être conclure par définir ce que serait le style Edgar Wright, si on était légitime à le faire? Le style Edgar Wright, pour nous, c'est bien. on peut dire ce que c'est pour nous. Qu'est-ce que c'est le style Edgar Wright pour nous? Je vous écoute. Moi, je vais me répéter, mais le style Edgar Wright, c'est avant tout de la comédie qui passe pas par le dialogue, mais par l'image. Et donc, c'est vraiment une image soignée et des plans soignés et un montage soigné. Voilà. Très d'accord avec. D'accord aussi, ouais. Donc, tout ce qui est technique. Beaucoup un cinéma qui est très référencé, qui est très hommage. Et très technique surtout. Qui est très technique et qui se base beaucoup sur sur de la mise en scène, sur du montage pour exprimer souvent du comique absurde, la comédie. Et c'est pour ça que c'est très plaisant, parce que c'est relaxant. C'est relaxant. Et on a l'impression vraiment très technique, parce qu'il invente des choses, il invente de nouvelles façons de montrer des choses qu'on voit beaucoup dans des comédies, mais lui il le montre autrement, et par le montage, ça rend encore les choses différentes, et c'est vraiment ça qui est intéressant, quoi. Je suis très d'accord. Il y a quelque chose de primordial, c'est sa manière de mettre en relation son musique et image, et son rythme. Parce qu'il y a la musique, mais il n'y a pas que la musique, il y a aussi tous les sons, et vraiment il y a... Ouais, le sound design est ouf. Le sound design, il y a vraiment un rythme qui est synchronisé son-image, mais vraiment de manière il y a une importance qui est quoi. mise sur la cohésion des deux. Et c'est vraiment créer... Voilà, il y a vraiment une cohérence entre les deux, il y a vraiment une cohésion en fait. On l'a dit tout à l'heure, on a dit le mot symbiose, il me semble. C'est vraiment ça, c'est le son et l'image, ils travaillent énormément, ils travaillent extrêmement bien ensemble. Et c'est vraiment une composante qu'on retrouve dans tous ces films. Et c'est plus parlant dans Baby Driver, mais ça ne peut pas pour autant dire qu'on ne le voit pas dans Shaun of the Dead. Même quand tu parlais du jump cut zoom, oui. Quand il y a les zooms, quand il remet sa cravate, il y a vraiment le sound design qui est là, il y a tous les bruits qui sont là, vraiment. Non, c'est vraiment hyper travaillé. Un cinéma pointu et technique. Et pour le coup, au tout début, on parlait de Quentin Tarantino anglais. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un truc que Tarantino fait très bien, c'est le sound design, la musique et comment ça s'intègre à l'image. C'est pas forcément aussi narratif que
Edgar Wright, je dirais, mais c'est un des points communs que je leur trouve. C'est ça. Et c'est aussi de là qu'on peut voir que peut-être Edgar Wright est quand même un grand réalisateur et un réalisateur vraiment important parce qu'il a sa propre façon de faire qu'on verra nulle part ailleurs, comme tous les grands réalisateurs en fait. Ils ont vraiment leur façon de faire et lui et Edgar Wright vraiment. Je pense que ouais, on peut dire que c'est un grand réalisateur, un très bon réalisateur parce qu'il a vraiment sa façon de faire et qu'on verra nulle part quoi. Il a créé quelque chose quoi. Il fait pas du cinéma comme tout le monde, il le fait à sa façon. Il a créé quelque chose en plus en commençant par de la parodie. Ouais, en Donc, commençant c'est par la vraiment parodie genre, et donc tu te dis quand tu fais de la parodie, c'est pas forcément quelque chose de très créatif. Bah en fait. Bah en fait si, en fait ouais, tu dis ouais, c'est pour ça il part d'un truc ouais, je vais refaire ce que fait les autres, mais en fait non, il le fait très bien, il le fait à sa sauce et c'est très bien. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que Edgar Wright, c'est un cinéma pointu, technique, complet, mais surtout accessible? C'est très bien résumé. Je suis extrêmement d'accord. Très belle phrase. Écoutez, je propose qu'on s'arrête là alors, si vous êtes Parfait. si vous êtes d'accord, bien sûr. Parfait. Voilà, très bien. Bah, écoutez, c'est la fin de ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre une note ou à nous laisser un commentaire sur vos plateformes de podcast. Si vous voulez partager votre avis sur Edgar Wright, si vous voulez rajouter quelque chose, une précision, je vais essayer de mettre ce podcast sur YouTube pour que vous puissiez mettre votre commentaire, qu'on puisse le lire et que tout le monde puisse en profiter. Tout simplement. Incroyable. Et quant à nous, on vous remercie de votre écoute. Merci. Et on Internet. vous dit à la prochaine. À la prochaine. Peace. Ciao.